Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième Open Talk, alors toujours chez Mapado, toujours par un gars de chez Mapado. Donc je me présente, je m'appelle Olivier Poirion, je suis data scientist chez Mapado. Et du coup, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors on va parler un peu de machine learning, donc on va y aller très doucement, on va prendre un exemple un peu rigolo, ce qui va me permettre de vous parler de quelques concepts voilà, de base. Je vais essayer de vous introduire aussi un petit algorithme. Alors, à qui s'adresse cette présentation? Alors, à tout le monde. Alors, j'ai quand même mis des bouts de code dans ma présentation pour illustrer certains concepts. Donc, voilà. Bon, c'est en Python, mais j'ai pris ce langage parce que c'est une syntaxe claire et enfin, c'est assez verbeux. Il y aura deux équations. Et voilà, et je vais essayer de la faire en un peu moins de 30 minutes. Alors, pourquoi j'ai fait cette présentation? Alors j'ai un ami, il est fan de Patrick Bruel, et il s'est lancé, il a fait un blog sur Patrick Bruel. Et il a eu la bonne idée de mettre un plugin qui permet aux internautes de mettre des commentaires sur son blog. Et alors voilà, les commentaires qu'on peut trouver sur son blog. Alors j'en ai pris 6, on peut les lire. Alors super ce blog, j'adore ce truc. De la balle, c'est vraiment super. Que de bonnes choses, bien fait et très intéressant. Pas terrible, c'est vraiment un blog de gros naze. On se fout de ma gueule, remboursé, c'est naze. Pas super ce blog, peut mieux faire, je n'y reviendrai pas. Alors je vous ai passé les commentaires genre je suis fan de Patrick, Love ou les 06. Et en fait, cet ami, ce qu'il voudrait faire, c'est garder que les commentaires positifs. Parce que lui, ça l'intéresse pas d'avoir des trolls sur son blog. Alors, comment il peut s'y prendre pour faire ça? Alors, la première solution, bon alors bien sûr, c'est de créer un programme, quelque chose qui va faire des règles maison. Donc il peut se dire, je vais prendre un commentaire, donc par exemple c'est vraiment naze, et si ce commentaire il contient le mot naze, du coup c'est un commentaire, c'est un troll. A l'inverse, s'il contient le mot bien, eh ben, c'est un commentaire positif. Alors ça c'est la première approche, mais on se rend vite compte des limites de ce type d'approche. Alors, bon, premier mot compliqué, voilà. Ce type d'approche n'a aucun pouvoir de généralisation. C'est-à-dire que si une règle n'existe pas, s'il n'a pas créé une règle, rien ne va l'inventer. Et on se rend vite compte qu'on va vite être confronté à des choses non triviales. Donc par exemple, si on essaie de détecter le commentaire avec super, ok c'est bien, c'est un bon commentaire, mais par contre le commentaire où il n'y a pas super, c'est pas bien. Donc du coup il faudrait faire une règle. If, je trouve super, c'est bien, mais il faut aussi qu'il n'y ait pas super. Donc on se rend vite compte que ce type d'approche va avoir de sérieuses limites. Alors, une des solutions que l'on peut faire pour avoir une approche, on va dire, un peu plus robuste, c'est de faire une approche dite de classification supervisée. Alors, qu'est-ce que la classification supervisée? Alors, on va utiliser un algorithme, un classifieur. On va processer nos données d'une certaine façon. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on va prendre ces données processées et on va les donner à nourrir au classifieur. Et lui, le classifieur, il va mouliner et il va créer des règles. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est une fois qu'on a entraîné, on a nourri notre classifieur, on peut essayer de l'évaluer, de voir est-ce qu'il se comporte bien, est-ce qu'il se comporte pas bien. Et une fois que tous les indicateurs sont au vert, on peut ensuite le faire tourner sur un commentaire inconnu. Donc par exemple, on peut le faire analyser un nouveau commentaire comme c'est un super commentaire positif qui n'était pas dans les 6 commentaires présents. Et nous, ce qu'on attend, c'est qu'ils disent que ce nouveau commentaire, c'est un commentaire positif et c'est pas un troll. Ok. Alors, dans un premier temps, on va décrire une première approche qui permet de préparer nos données. Bon, alors là, tout de suite, on va avoir une première dépo un tout petit peu compliquée. Alors, une chose très simple que l'on peut faire pour préparer nos données, c'est-à-dire qu'on va avoir une phrase, d'accord? Dans cette phrase, on va avoir des mots. C'est de transformer cette phrase, cette chaîne de caractères avec cette succession de mots, donc les mots sont séparés par des espaces, des caractères blancs, en un dictionnaire. Un dictionnaire clé-valeur. Donc les clés, ça va être les mots présents dans cette phrase,
Et la valeur, ça va être le nombre d'occurrences, tout simplement, dans la phrase. Donc super, il est présent une fois, blog est présent deux fois, blog présent une fois, ce présent deux fois, etc., etc., etc. Et donc, on peut faire ce processus sur nos 6 commentaires. Alors, en machine learning, une chose qui est intéressante, c'est plutôt que de travailler avec des dictionnaires, on va travailler avec des vecteurs. Donc, j'expliquerai peut-être ça à la fin de la présentation, pourquoi c'est intéressant de travailler avec des vecteurs. Et donc, un vecteur, c'est exactement la même chose que ce que vous utilisez tous les jours lorsque vous travaillez, vous faites du code. C'est une liste ordonnée avec des attributs à l'intérieur. Et donc, comment transformer le dictionnaire auparavant en un vecteur? En gros, ça donne ça. On voit qu'on va avoir pour chaque attribut, chaque attribut ordonné du vecteur correspond à un terme du dictionnaire. Donc le premier attribut du vecteur va correspondre à la valeur du dictionnaire pour la clé super, etc., etc., etc. Alors, un des problèmes, c'est que il faut vectoriser non pas un commentaire, mais l'ensemble des commentaires du training set. Alors, ce que j'appelle training set, on peut revenir dessus, c'est l'ensemble de nos commentaires. Ça va être notre training set. Il faut vectoriser un commentaire par rapport à l'ensemble des commentaires. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir ça, on va créer ça. C'est-à-dire qu'au lieu on va vectoriser un commentaire par rapport à l'ensemble des mots qui sont présents dans l'ensemble des commentaires. Donc c'est exactement le même processus, sauf qu'on va avoir des vecteurs plus longs parce que on va avoir, si on prend les 6 commentaires, on va par exemple avoir 35 mots au lieu d'avoir les 6 mots qui sont présents dans le premier commentaire. Et donc, notre jeu de données que l'on va pouvoir ensuite utiliser par l'algorithme, c'est cette liste de 6 vecteurs, et c'est le statut de chaque commentaire. Donc le premier commentaire est bien, le deuxième commentaire est bien, le troisième est bien, et les trois derniers sont pas bien, c'est les trolls. Ok? Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ce processus de traitement de la donnée brute, donc de nos commentaires on a transformé nos commentaires en phrases, on les a transformés en vecteurs, on va pouvoir entraîner le classifieur, on va pouvoir faire la phase dite d'apprentissage. Alors, en quoi consiste cette phase d'apprentissage? Alors tout d'abord, il faut choisir un algorithme que l'on va utiliser qui va processer ces données. Donc là, nous, ce sur quoi on va partir, c'est un des algorithmes les plus simples de classification. C'est l'algorithme des cas plus proches voisins. En anglais, ça donne des cas nearest neighbor. Voilà, donc qui est symbolisé. Ah oui, il ne faut pas que je pointe. Ici. Cet algorithme va prendre certains paramètres d'entrée. Donc là, on en a deux. On a un paramètre k et un paramètre distance. Donc on y reviendra. Alors, ensuite, on nourrit cet algorithme avec nos données modifiées. Et une fois que c'est nourri, on peut ensuite prédire l'état d'un nouveau commentaire. Donc, on va tout de suite revenir sur qu'est-ce que c'est que K. Donc, peut-être plus tard. Voilà. Donc, ensuite, je vais essayer de vous détailler comment marche cet algorithme, parce qu'au final, c'est quelque chose de vraiment très simple. Alors, la phase d'entraînement, à proprement dite, est extrêmement simple parce qu'il se passe quasiment rien. Que fait cet algorithme? Il prend l'ensemble des vecteurs transformés et les stocke. Il ne fait rien d'autre. Il va prendre aussi les statuts des commentaires, donc bien, 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 mal, 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 et il ne fait rien d'autre, il les stocke. Ce que l'on doit définir, nous, c'est un nombre k, ou un nombre de voisins. Donc on va par exemple prendre k égale 2. Voilà, ça c'est la phase d'apprentissage. Ensuite, la phase d'entraînement, elle, comment elle fonctionne? Donc, on a notre nouveau commentaire, c'est un super commentaire positif. On va le vectoriser exactement de la même manière que précédemment. Alors, un des points importants, c'est qu'il faut le vectoriser par rapport à notre training set.
Donc c'est-à-dire que si le nouveau commentaire ne contient aucun mot qui est présent dans les 6 autres commentaires, alors il aura que des attributs nuls. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est très important. Donc on va obtenir un vecteur de taille similaire au vecteur produit par le processus, aux 6 autres vecteurs. Et ensuite, on va itérer sur les 6 vecteurs de notre jeu de données d'entraînement. On va prendre chacun des 6 vecteurs et on va le comparer à notre vecteur qui correspond à notre nouveau commentaire. On va les comparer comment? On va calculer une distance. Donc, on va calculer une distance entre le vecteur qui correspond au nouveau commentaire et tous les vecteurs qui sont présents dans notre jeu de données d'entraînement. Alors, pour calculer une distance, on peut le faire de différentes façons. On y reviendra juste après. Cette distance va nous donner un score. On va stocker ce score dans une liste, donc par exemple résulte. Une fois qu'on a fait cette itération sur l'ensemble de nos 6 vecteurs, on va ensuite ordonner cette liste de façon décroissante. Donc le premier item correspondra au meilleur score et le dernier au plus bas score. Ensuite, c'est là où intervient K, on va prendre les K meilleurs scores de cette liste. Et on va voir à quoi correspondent les statuts des K meilleurs scores de la liste. Donc si par exemple, le commentaire est proche de K commentaires de notre jeu de données d'entraînement uniquement positif, alors on va décider que le statut de notre nouveau commentaire est uniquement positif. Si c'est uniquement négatif, alors on va décider que le statut de notre nouveau commentaire est négatif, donc un troll. Si il y a plus de commentaires positifs que de commentaires négatifs, alors on va dire que c'est positif et inversement. Et ça va être notre règle de décision. Alors, on va juste détailler un tout petit peu. Donc voilà, ça c'est la première équation du diapo, de la présentation. Quel type de distance on peut utiliser, par exemple? Donc, on peut par exemple utiliser la distance de Jacquard, qui est une distance les plus simples que l'on peut utiliser, qui est tout simplement le rapport entre les mots qui sont présents dans le nouveau commentaire et dans le commentaire que l'on compare, divisé par l'union des mots qui sont présents et à la fois dans le nouveau commentaire et dans le commentaire à laquelle on compare. Donc si les deux commentaires sont exactement identiques, on va avoir une distance de 0, parce qu'on soustrait on soustrait à 1 ce rapport. Si les commentaires ont aucun mot identique, alors on aura une distance de 1. D'accord? Donc là j'ai mis un code en Python pour si on ne veut jamais refaire cette distance. Alors une fois qu'on a cet algorithme, une fois qu'on a défini notre distance et une fois qu'on a défini K, on peut ensuite voir qu'est-ce que ça donne avec notre petit jeu de données d'entraînement. Donc là, je reprends mes 6 commentaires et j'ai mon nouveau commentaire, c'est un super commentaire positif et je choisis un K de 1. Donc moi, ce que je vais m'intéresser, c'est quel est le commentaire de mon jeu de données d'entraînement qui est le plus proche de c'est un super commentaire positif. Donc là, on voit que c'est celui-là, donc c'est de la balle, c'est vraiment super. Donc c'est celui qui a le plus petit score. Et donc d'après la règle que j'ai énoncée juste avant, on attribuerait comme statut à ce commentaire-là un statut bien. Et effectivement, ça marche. Donc d'accord, donc là tout va bien, on a réussi notre job pour ce commentaire-là. Et au final, alors on peut faire exactement la même chose avec NAS, on obtiendrait exactement, on obtiendrait le résultat inverse. Au final, là, qu'est-ce que l'on observe? C'est qu'on a réussi à faire apprendre à l'algorithme la règle super. En gros, si on a un commentaire avec super dedans, alors il aura un statut bien. À l'inverse, si un commentaire a le mot naze dedans, il aura un statut pas bien. Donc on a réussi à faire apprendre à l'algorithme ces deux règles. Alors, on se rend vite compte des limites que
c'est que par exemple, du coup, si on met le commentaire pas super, il sera mal classé. Il sera considéré comme un commentaire bien, alors que c'est un troll. Donc, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'au final, il faut trouver des méthodes pour pouvoir augmenter la capacité de généralisation de notre algorithme. C'est-à-dire trouver des astuces ou des façons de faire pour que l'algorithme puisse apprendre plus d'informations sur notre commentaire par rapport au commentaire du jeu de données d'entraînement, et ainsi qu'il va pouvoir mieux généraliser ce qu'on attend de lui. Donc, là, je vous ai mis quelques techniques pour augmenter le pouvoir de généralisation par rapport à la vectorisation, donc à la façon dont on va traiter les commentaires. Donc, ce que l'on peut faire, c'est qu'au lieu de se baser sur des dictionnaires comportant un seul mot, on peut prendre des clés avec deux mots. Donc, on peut prendre super, donc on peut aussi prendre super ce. On peut prendre des clés avec trois mots. On peut prendre super ce blog. Alors, une autre chose intéressante, c'est qu'on peut non pas prendre des mots, mais on peut prendre des chaînes de caractères. Donc, on peut prendre par exemple sup, on peut prendre par exemple supé, on peut prendre par exemple super, etc., etc., etc. Et du coup, là, ce qui va être intéressant, c'est que si on prend par exemple pas des 1 gramme, mais des 2 grammes, donc des enchaînements de deux mots, on va avoir la features pas super qui va rentrer dans notre vectorisation. Alors qu'avant, on avait juste pas et super qui étaient séparés. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Alors ensuite, ce que l'on peut faire aussi, c'est par exemple avoir des vectorisations personnalisées. On peut décider, par exemple, d'inclure la ponctuation. On peut aussi, par exemple, décider d'inclure le dernier caractère de notre phrase. On peut aussi décider d'inclure le premier caractère de notre phrase. Voilà, ça c'est le choix au final de l'analyste, selon le problème. On peut aussi mixer toutes ces approches. Alors, un des points qui est important, c'est que l'on peut mettre dans le... c'est qu'on peut comparer que ce qui est comparable. C'est que, par exemple, là, si on incluait dans le vecteur la longueur de la phrase, ça n'aurait pas de sens. Parce qu'on comparerait un chiffre, on comparait par exemple 50 avec une occurrence 1. Et donc, c'est comme comparer des pommes et des poires. Ça n'aurait pas de sens parce que l'algorithme, lui, ne comprendrait pas Enfin, la distance n'aurait pas de sens entre deux vecteurs. Alors, bon là, c'est les autres équations. Alors, là, on a parlé juste de clés que l'on peut inclure dans notre vectorisation, mais on peut aussi scorer les clés d'une certaine façon. C'est-à-dire que par exemple, si un pattern apparaît dans toutes les phrases, donc par exemple, on va dire que tous nos commentaires comportent le mot ce, c'est pas du tout intéressant parce que ce ne comporte du coup aucune information, parce qu'il n'est pas du tout, enfin vu qu'il est présent partout, il va apporter aucun pouvoir de discrimination. Donc on peut par exemple scorer les termes en fonction de leur occurrence. C'est ce qui est proposé par l'équation inverse document frequency. Voilà. On peut aussi par exemple se dire que plus un mot est long, plus il aura du sens. Et plus un mot est court, moins il aura de sens. Donc par exemple, on peut privilégier les grands mots. Donc là, c'est une pondération, on peut par exemple pondérer par rapport au log de la taille du mot. Voilà, etc., etc., etc. On peut imaginer toutes les pondérations possibles selon notre besoin. Ensuite, une troisième chose intéressante, c'est qu'on peut aussi chercher à nettoyer notre jeu de données. Donc on peut par exemple enlever ce qu'on va appeler les stop words. Donc par exemple, il, ce, la, les, lu, etc., etc. Donc des mots qui sont présents mais qui n'ont aucun sens ou aucune signification sémantique particulière, qui sont juste de l'ordre de la grammaire. Donc pour ça, il faut soit avoir une liste de stop words à notre disposition, soit aussi par exemple les calculer. On peut aussi vouloir par exemple enlever les formes conjuguées. Donc par exemple, si on a aimé ES et aimé à l'infinitif, ER, au final, ces deux termes peuvent être considérés comme identiques. Donc pour ça, il faut qu'on ait à notre disposition des règles de grammaire
qui correspondent à la langue dans laquelle on va travailler. On peut aussi vouloir chercher à identifier seulement les noms dans notre phrase, ce qu'on peut appeler les entités nommées. Donc par exemple, dans le chat aime les chiens, ce qu'on peut juste vouloir identifier, c'est chat et chien. Donc là, pareil, il faut aussi qu'on ait des règles ou des algorithmes qui nous permettent d'identifier les noms dans une phrase. Donc qui va dire que chien, c'est bien un nom, et alors que aime, c'est un verbe. Donc ça, il faut aussi qu'on ait à notre disposition certaines règles. Et alors, bon, ok, c'était la dernière, voilà. Une fois qu'on a vu que là on parle plus de clés, mais on parle aussi de clés avec leur score, la distance de Jacquard que je vous ai présentée avant ne s'applique plus, parce que cette distance-là ne s'applique que pour comparer des ensembles de clés. Donc une des généralisations de cette distance, c'est la distance de Cosine, qui est exactement la même chose que la distance de Jacquard, mais qui permet de prendre en compte les scores attribués aux clés. Ok ? Bon. Alors, du coup, là, c'est juste pour vous montrer que là, si je prends un modèle 2 grammes, et ben du coup, j'arrive à bien classer super, donc pas super, et du coup, considéré comme troll. Et donc, du coup, là, j'ai rempli mon objectif. Donc là, alors, ok. Oui, mais, donc là, par exemple, en prenant un autre modèle, donc, bon, bref, 2, 4 mères, on se rend compte que ça marche pas. Donc là, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on va avoir à notre disposition pas mal d'outils, on va avoir des choix à faire, et ces choix vont influencer sur le score de notre méthode. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est que maintenant on va devoir savoir quels sont les meilleurs choix par rapport à notre problème pour avoir une méthode qui réponde à notre objectif initial, virer les trolls du blog de Patrick Buret. Alors, là on a vu certains outils qu'on avait concernant la vectorisation, c'est-à-dire la transformation du texte en vecteur. Maintenant, on peut voir l'influence des paramètres liés à l'algorithme, c'est-à-dire K. Alors, on se rend bien compte intuitivement que si par exemple on prend un K de 1, la seule chose qui va décider du statut de notre nouveau commentaire, c'est le commentaire de la base de données du training set qui est le plus proche de notre nouveau commentaire. Et donc, au final, on peut être confronté, par exemple, à de nombreux... Enfin, si le commentaire le plus proche du commentaire qu'on cherche à classer est bruité, et ben du coup on est mal, parce que le bruit... Ok, bon, passons, désolé. Alors si, une chose importante, c'est que si, au lieu de prendre uniquement le commentaire le plus proche, on prend un grand nombre de commentaires plus proches, on va réduire l'erreur, on va réduire la probabilité de faire une erreur en classant, en attribuant un statut bien ou pas bien à notre nouveau commentaire. Parce que on peut se dire que plus on va comparer, on va prendre en compte de commentaires de notre base de données pour comparer notre nouveau commentaire, moins on aura de chances de faire des erreurs. Alors, voilà, pour illustrer ça, j'ai fait un petit schéma. Alors là, c'est un graphe qui représente les plus proches voisins pour chaque commentaire. Donc là, on a nos deux commentaires qu'on cherche à classer. C'est un super commentaire positif et c'est super. Et chaque commentaire est lié à son plus proche voisin. Donc là, on se rend compte que pas super est bien lié à un commentaire négatif. Et c'est un super commentaire positif est lié à de la balle, c'est vraiment super. Et donc là, c'est la situation qui marche, que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors, dans le cas où on prend les deux plus proches voisins, ce que l'on se rend compte, c'est que là, pas super, il est lié à la fois à un commentaire positif et à la fois un commentaire négatif. Exactement la même chose que pour c'est un super commentaire positif. Donc là, clairement, on est mal parce que on va pas pouvoir trouver, l'algorithme, lui, ne va pas pouvoir trouver les solutions qui sont proposées en prenant cette configuration ne marchent pas.
Encore pire, si je prends les 3 plus proches voisins, ce que l'on s'aperçoit, c'est que celui-là est carrément mal classé. C'est-à-dire que pas super va être lié à 2 commentaires positifs. Alors, ça me permet d'enchaîner sur les méthodes d'évaluation. Donc on a vu qu'on devait choisir des outils pour vectoriser nos commentaires. Et aussi, on devait faire des choix sur les paramètres des algorithmes d'apprentissage. Donc, une fois qu'on a défini ces outils, qu'on a choisi les algorithmes, les paramètres de l'algorithme, comment on évalue la pertinence de notre processus de classification. Donc on peut déjà mesurer le score direct de chaque point de notre jeu de données d'entraînement et de voir si on retrouve bien le même statut que ce qu'on avait à noter. C'est-à-dire que est-ce que nos 6 commentaires à noter, lorsqu'ils passent dans l'algorithme, on retrouve bien le même statut. Alors après, on peut aussi faire un processus dit de cross-validation, c'est-à-dire qu'on va entraîner un classifieur avec non pas 6 commentaires mais 5, et on va évaluer le dernier. On peut faire ça 6 fois, et du coup, si on fait la moyenne des 6 scores, ça nous donnera un score pour notre algorithme. On peut aussi avoir un jeu de données test, c'est-à-dire avoir 6 autres commentaires qui ne sont pas pris en compte dans l'algorithme et qui vont servir à évaluer notre pertinence. Et enfin, on peut avoir des méthodes propres aux algorithmes utilisés. Alors, la solution idéale, enfin la situation idéale pour un data analyst, c'est que, et pour un problème de classification de données, c'est qu'on ait ce type de situation. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 classes, donc une claire et une pas claire, et que l'on va pouvoir avoir, et qu'on va avoir des patterns qui vont séparer très facilement ces 2 classes. Donc là, si on reprend, là c'est ce qu'on peut observer ici. Si on représente les 3 plus proches voisins de ce jeu de données ici, par exemple. Mais dans la réalité, on va plus être confronté à ce type de situation. C'est-à-dire que, ok, on va avoir 2 classes, mais on va avoir des données qui sont bruitées. C'est-à-dire que on va avoir des tendances. Donc là, on voit bien que par exemple ici, on a quelque chose qui fait qu'on arrive très nettement à séparer ces points-ci. Ici, un peu pareil, mais on va avoir des points un peu entre deux, comme celui-là ou celui-là, où là, ça va être beaucoup plus dur de savoir quel statut, de trouver quelque chose qui permet de le classer facilement dans sa bonne catégorie. Alors, ici, ça c'est pour vous montrer l'influence aussi de la distance que l'on peut choisir. Donc on a vu que tout à l'heure on utilisait la distance de Jacquard, mais dans certains cas, donc là ce qui est intéressant c'est que les 2 figures représentent exactement le même jeu de données, mais elles sont traitées par 2 distances différentes. Et on voit qu'à droite, en utilisant la distance de Jacquard, ça ne marche pas du tout, on n'arrive à rien séparer du tout, mais à gauche, en utilisant une autre distance, la distance euclidienne, on va arriver à séparer très bien nos 2 ensembles de points. Et donc, le choix qu'on va faire pour le modèle que l'on va utiliser vont impacter énormément le succès de notre processus de classification. Alors, un dernier exemple pour vous alerter sur un dernier danger lorsqu'on fait de la classification. Donc là, par exemple, j'ai pris 6 commentaires aléatoires, donc j'ai tiré 6 phrases en latin, et j'ai attribué aux 3 premiers commentaires le statut de bon commentaire, et aux 3 dernières phrases le statut de troll, donc de mauvais commentaire. Alors, le score attendu, donc lorsqu'on évalue n'importe quel algorithme que l'on entraîne avec ce jeu de données, c'est un score de 50%. Parce que ce qu'on peut se dire, c'est que vu que c'est des phrases totalement aléatoires, il n'y a aucune raison qu'il y ait un pattern dedans qui permette
de trouver quelque chose qui fait qu'on puisse séparer des bons commentaires des mauvais. Parce que c'est ni des bons ni des mauvais, c'est des trucs qui sont totalement aléatoires. Or, ce que l'on s'aperçoit, c'est que si on prend l'algorithme des 1 plus proches voisins et qu'on évalue le score direct, c'est-à-dire pour chaque point, pour chacun de ces 6 commentaires, on va prendre ce commentaire-là et on va le traiter par l'algorithme et on va voir c'est quoi son score. En prenant le 1 plus proche voisin, vu que le voisin de cette phrase c'est lui-même, eh ben, il aura la bonne classe, etc., etc. Donc en prenant les 1 plus proches voisins, on va avoir un score de 100%. En prenant les 2 plus proches voisins, vu que parmi ces 2 plus proches voisins, il y aura forcément, pour chaque commentaire utilisé lui-même, on va avoir un score de 75%. Pour 3, on va avoir 67, etc., etc. Et j'ai fait cet exemple pour vous montrer que souvent, lorsqu'on évalue le score de le score d'efficacité de notre classifieur, on surestime le vrai score que l'on devrait obtenir, qui est vraiment représentatif de l'efficacité de notre algorithme. Donc là, c'est notamment dû à la mauvaise méthode d'évaluation. Et il y a autre chose aussi qui est importante, qui est intéressant, c'est que le modèle 1 et n, donc 1 plus proche voisin, est beaucoup trop spécifique parce qu'on se base uniquement sur 1 plus proche voisin. Et donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais dans ce cas-là, on peut parler d'overfitting. C'est-à-dire que, quel que soit le jeu de données qu'on peut lui donner à manger, l'algorithme va trouver une solution qui sera pour l'algorithme optimale, puisqu'on va obtenir un score de 100%. Alors, pour conclure, lorsqu'on fait une approche de classification dite de machine learning, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il existe quelque chose à apprendre? Est-ce qu'il y a des patterns qui puissent être appris par un programme? Donc par exemple, dans notre exemple avec nos 6 phrases en latin, la réponse est non, il n'existe rien. Donc quoi qu'on fasse tourner avec cet exemple, il n'en sortira absolument rien, même si on peut avoir virtuellement un score très élevé. Ensuite, lorsqu'on fait une approche de classification, on va choisir un algorithme, on va aussi choisir une méthode de représentation des données, on a vu que ça s'appelait vectorisation, donc on va choisir un modèle. Et le succès de notre entreprise, le succès de notre capacité à prédire le bon statut d'un commentaire, va directement dépendre non seulement des données, du modèle choisi, des modèles choisis, et des paramètres, donc dans notre cas, si c'est K, utilisés pour faire notre classification. Alors, ce qu'on n'a pas abordé dans cette présentation, c'est les considérations techniques de l'algorithme. C'est-à-dire que quand on choisit de mettre en place une approche de classification, on le fait par rapport à un besoin, qui est en général implémenté dans une certaine stack. Donc là, par exemple, on peut imaginer que les commentaires sont présents sur un certain site, qui est codé dans un certain langage. Et donc, souvent, il faut choisir un algorithme qui s'intègre parfaitement dans la bonne stack, etc. Ensuite, il existe aussi différents désavantages d'utiliser l'algorithme que je vous ai présenté par rapport à d'autres algorithmes. Bon, c'est pas forcément l'objet de cette présentation. Enfin, pour finir, il faut voir le machine learning comme une véritable science et pas comme utiliser une API ou un programme. Mais c'est pas parce que c'est une science qu'il faut avoir peur de l'utiliser. Il faut juste bien l'utiliser. Alors, moi, ce que je déconseille de faire, c'est l'approche suivante. Donc, avoir un problème, avoir des données X, et déjà pas savoir vraiment ce qu'il y a dedans. C'est pas exactement comme dans le cas où je cherche à séparer parmi les 6 commentaires en latin, les 3 premiers des 3 derniers. Ensuite, souvent ce que les gens ont tendance à faire, ce qu'on a tous fait quand on fait du machine learning, c'est utiliser un peu un algo un peu au pif, un peu trendy, que l'on comprend pas forcément.
Donc par exemple, on est souvent tenté d'utiliser des algos très compliqués, comme les réseaux de neurones, parce que ça sonne bien, par exemple pour faire de la classique de texte. Alors, soit dit en passant, pour faire de la classique de texte, utiliser des algos tels que les réseaux de neurones, ça a très peu d'efficacité par rapport à d'autres algos beaucoup plus simples. Ensuite, ce que l'on fait souvent, c'est on prend un tutoriel, copier un bout de code en injectant ces données, et ensuite on espère que ça marche. Alors, dans le meilleur des cas, pour moi, ça marche pas, et du coup on est tenté de comprendre pourquoi ça marche pas. Et dans le pire des cas, ça marche jusqu'au moment où on va avoir un problème qui va surgir. Et du coup, là, la difficulté, ça va être de comprendre pourquoi il y a ce problème. Or, si j'utilise un algo très très complexe, souvent, je ne vais pas pouvoir savoir d'où vient le problème. Pourquoi ce commentaire-là va-t-elle classer en bon alors qu'il devrait être en mauvais? Alors que si j'utilise quelque chose que je maîtrise vraiment, je peux vraiment savoir d'où ça vient. Est-ce que ça vient du training set? Est-ce que ça vient des paramètres? Est-ce que ça vient de la vectorisation? Etc. etc., etc. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que faire ce type de démarche, c'est un peu pour moi une espèce de tutoriel. On met les mains dans le cambouis et au final, on essaie de sentir des trucs, ce qui nous permet en quelque sorte d'avancer. Et ça, c'est plus l'aspect positif. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, enfin, pour moi, vu que le machine learning c'est une science, c'est bien d'avoir quelques clés théoriques et quelques connaissances. On ne peut pas utiliser une approche de machine learning. Alors, on peut utiliser soit un programme qui va nous prédire des choses, du coup ça c'est bien, c'est faire appel à un programme, mais si on veut vraiment se lancer dans le machine learning, il faut faire l'effort d'apprendre, d'avoir des bagages techniques et scientifiques. Alors là, je vous ai listé quelques clés théoriques qui permettent de débloquer facilement des verrous et de vraiment de saisir certains concepts de machine learning. Après, ce qui est aussi bien, c'est de connaître comment fonctionnent certains algos. Donc, pas besoin d'aller dans les trucs super compliqués. On peut connaître des algos très simples comme celui que je viens de vous présenter, ou les arbres de décision, le perceptron, etc., etc. Et ensuite, pour répondre à notre problème initial, si jamais je devais vraiment traiter ce problème de virer les trolls de mon blog, qu'est-ce que je ferais? Alors, déjà, moi, je commencerai par amasser un nombre de commentaires suffisant, c'est-à-dire de l'ordre de 60-80. J'utiliserai une vectorisation, c'est-à-dire assez classique. Je prendrai uniquement les 1 à 3 grammes, donc prendre des mots simples et des combinaisons de 3 mots. J'utiliserai éventuellement aussi potentiellement des camères. Pourquoi? Parce qu'on a vu que dans nos commentaires, on avait beaucoup de ponctuation, donc des points d'exclamation, etc. Donc peut-être qu'il existe des patterns avec ça. Et je pense que dans ce cas-là, l'algorithme des cas plus proches voisins est largement suffisant. Donc je vous ai mis un lien aussi avec un code exemple qui illustre ça. Alors, bon, si jamais vous avez un coup de mou ce week-end, vous pouvez toujours... j'ai mis des codes qui permettent de générer les données graphes que je vous ai présentées, etc. Et voilà, j'ai fini ma présentation. Merci. Bravo. Est-ce que vous avez des questions? J'ai tapé Data Funny, c'est tout ce que j'ai trouvé. Est-ce que l'augmentation du set de départ, Ouais. c'est souvent quand même une bonne solution pour améliorer? Parce que là, depuis le départ, une fois que ton set est petit, Oui. j'imagine qu'effectivement, ça va pas donner des bons résultats. Est-ce qu'il y a des moments où on essaye de trop agrandir le set et ça ne sert plus à rien? Alors, oui et non, tout à fait. Comment dire? Alors, non, ça sert pas à rien parce que on peut se dire qu'en fait, le but d'augmenter le set, c'est de couvrir le plus d'être le plus représentatif de l'ensemble des commentaires que tu puisses trouver.
donc ça c'était non. Et ensuite oui, parce que souvent aussi, parfois, ce qu'on a tendance à faire, en cherchant ça, au final, notre source de données, elle va être limitée. Donc, par exemple, au final, on va prendre plein de commentaires, mais qui viennent d'une unique source, et donc on va faire qu'augmenter le biais. Et parfois aussi, ce qui peut être bien, pour avoir une approche précise, c'est de vraiment crafter commentaire à commentaire son set nous-mêmes. Euh, en favorisant non pas l'hétérogénéité dans le nombre, mais plus la qualité, quoi. Parce que si tu prends par exemple 200 commentaires et que sur ces 200 commentaires, tu en as 190 qui sont très similaires et 10 autres qui sont, on va dire, très hétérogènes et de très bonne qualité, du coup là tu vas vraiment biaiser ton analyse. Alors que si toi directement tu prends les 11 commentaires les plus représentatifs des 200, ça sera plus efficace. D'accord. On peut juste revenir sur ton slide précédent. Ah, pardon. Merci. Ça fait ramer le machin. Ok. Ouais, enfin, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Alors, enfin, moi, j'encourage vraiment tout le monde enfin, tous ceux qui sont intéressés par le machine learning, par se lancer dedans, mais se lancer dedans en essayant d'aller dans la théorie, même si ça fait peur, même si vous n'êtes pas scientifique, même si ça vous fait chier les équations. Alors déjà, il n'y a pas besoin forcément de se taper des grands théorèmes, mais enfin, je pense que c'est un travail vraiment nécessaire pour débloquer certains verrous. Alors au début, je pense que, enfin, si on, je sais pas, si on est vraiment 100% dev enfin, et qu'on se met dans ce domaine, bah forcément, ça va être dur au début. Mais à partir d'un certain moment, il y a certains trucs qui vont sauter et ça va nous permettre d'aller à l'étape d'après. Et déjà, peut-être, par exemple, d'aborder, je sais pas, un problème, enfin, ce problème-ci beaucoup plus sereinement, de vraiment comprendre ce qui se passe. Voilà, enfin, moi, c'est vraiment mon conseil. Allez-y, mais si jamais, si jamais vous voulez vous lancer dessus, faites l'effort faites un effort d'apprentissage sur certains points théoriques. Voilà. Et c'est pas parce qu'il y a le mot théorique ou science enfin, ça doit vous rebuter, quoi. Mais c'est un effort nécessaire et qui est gratifiant pour la suite. Dans ton exemple, tu donnes deux groupes, donc c'est les biens et les pas biens. Ouais. Mais enfin, je pense à Mapado particulièrement, où on a plein de groupes différents. Ouais. Est-ce qu'il faut toujours avoir deux groupes parce que c'est beaucoup plus simple et du coup avoir une espèce d'arbre de décision, ou est-ce qu'il y a une limite au nombre de groupes Bon, en fait, alors, deux groupes, enfin, pourquoi je présentais ça et pourquoi c'est bien, enfin, parce que c'est vraiment le cas binaire, enfin, qui est facilement compréhensible par une machine. Après, quand on a plein de groupes, alors déjà on peut se ramener à deux groupes, c'est-à-dire prendre chacun des groupes séparément et faire une comparaison binaire, donc prendre ce groupe-ci et le comparer à l'ensemble des groupes. Après, effectivement, il existe des approches qui vont comparer, enfin qui vont essayer de tracer pas une règle, mais plein de règles en fonction des n groupes. Et du coup, bon là c'est effectivement c'est un peu plus compliqué d'un point de vue théorique. Après, c'est le même mécanisme, c'est exactement le même type de mécanisme qui rentre en jeu, quoi. il n'y a pas une limite, genre au-delà de, je sais pas, 10 groupes, ça marche beaucoup moins bien Non, ça va vraiment, enfin, ça va vraiment dépendre de à quoi ressemble ton training set, à quoi ressemblent tes 10 groupes. Et aussi, enfin, ça dépend vraiment du modèle que tu vas choisir, quoi. Après, ce qui peut être dangereux avec 10 groupes, c'est que ces 10 groupes ne soient pas représentatifs de l'ensemble des données qu'on va traiter. Donc, par exemple, si on prend 10 groupes et qu'on va avoir des données qui vont être analysées et qui rentrent dans un 11e groupe, là, ça peut poser problème. C'est que il faut que le choix que l'on fasse en termes de groupe que l'on va étudier soit vraiment exhaustif de notre problème. En général, tu as tendance à faire plutôt beaucoup de groupes ou plutôt pas beaucoup de groupes, toi, enfin, sur les expériences que tu as eues, du coup? Alors, moi j'ai eu tout. Là, on a travaillé je travaillais sur les jeux
données de Mapadon, donc c'est 300 groupes. Donc effectivement, ce qui peut poser problème, notamment parce qu'on avait justement ce type de problème, c'est-à-dire, par exemple, on avait une rubrique musique classique, concert, etc. Mais par exemple, on avait peut-être oublié musique latine. Et donc, quand une activité de type musique latine vient dans notre jeu de données, du coup, l'algorithme, lui, ne comprend pas où est-ce qu'il doit la mettre. C'est un peu ça le problème, quoi. Après, enfin, le nombre de groupes, ça dépend vraiment du problème. Ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on veut chercher à apprendre et qu'est-ce que l'on peut apprendre. Voilà, c'est vraiment les deux questions fondamentales à se poser avant de se lancer. Ok, ok. C'est bon pour tout le monde? Eh ben, merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. On se retrouve, je sais pas quand, pour le prochain Open Talk. Qu'est-ce que je veux dire? Ça va être les périodes des fêtes, donc pas forcément le 24 décembre ou le 25, je sais plus quand c'est, le vendredi. Ça va peut-être pas le faire. Mais voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Très bientôt, de toute manière, suivez la chaîne YouTube et le Twitter, comme ça vous serez tenu au courant de tout ce qui se passe. Et passez un excellent week-end, parce qu'on est vendredi soir. Ciao, ciao tout le monde!